messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ensemble comme chaque mercredi soir pour une heure de débat en direct autour d'un thème économique qui vous concerne. Ce soir, avec nos invités, nous allons vous parler des startups, ces entreprises naissantes qui proposent souvent une solution innovante, nouvelle, inédite, qui peuvent croître très vite et qui peuvent aussi rapporter très gros aux porteurs d'idées. On en parle ce soir parce que le gouvernement et à leur tête le chef de l'État veulent donner tous les moyens ou se donner tous les moyens pour que des startups puissent émerger et se développer en Algérie. Nous allons vous expliquer les mesures récentes qui ont été prises dans ce sens, qui exactement peut bénéficier des aides de l'État et de quelle manière la start-up peut-elle devenir un levier de croissance dans une économie en récession comme l'est l'économie nationale actuellement. Le débat, j'ai le plaisir de le faire avec mes trois invités. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Issir Nasser Belkbir. Vous êtes le directeur des opérations à Injaz El Jazair, qui est une fraction de Injaz El Arab, une organisation qui, entre autres, soutient les jeunes porteurs de projets dans 15 pays arabes de la région MENA, on va dire. 14 pays à travers la région MENA et 124 pays à travers le monde. Merci d'être avec nous. Le plaisir également de recevoir Walid Renmi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de Legal Doctrine, une start-up qui a fait beaucoup parler d'elle, nommée 2 fois meilleure start-up en Afrique. Merci d'être là. Merci. Et le plaisir également de recevoir Madame Jamila Halish. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu beaucoup de casquettes, vous enseignez à l'université notamment, Absolument. Mais actuellement vous êtes la conseillère du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Absolument. Merci d'être avec nous. Voici donc pour le plateau. Avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre un reportage qui va nous faire une immersion dans le monde des porteurs d'idées innovantes. Et c'est plus précisément dans un espace de coworking qui donc abrite un certain nombre de personnes, de jeunes ou moins jeunes, qui parmi elles, certaines portent des idées innovantes et pourraient devenir des startups prometteuses. Le reportage est de Nesrine Ben Saïdi. De ses 22 ans, Abir est porteuse d'un projet innovant, une plateforme numérique, Sahavac, une sorte de carnet de santé digital qui permettra de créer une traçabilité pour les vaccins, un projet retenu parmi les 50 finalistes du concours Algeria Startup Challenge. Avec Sahavac, on peut non seulement connaître chaque personne, quels sont les vaccins qu'ils ont fait durant toute leur vie, ou en plus connaître faire le cheminement du vaccin dès son importation jusqu'à chez le consommateur. Alors il y a le respect de la chaîne de froid qui sera tracé, toutes les données du vaccin qui seront sur la plateforme. Comme ça, le citoyen au final pourra être parfaitement confiant en sachant que son vaccin est en effet optimal. C'est ici que les idées les plus intéressantes sont couvées jusqu'à maturation. Cet incubateur, dédié à la création d'un écosystème entrepreneurial innovant, offre encadrement, accompagnement et promotion de ces projets. On dit aux jeunes, parce qu'en fait le jeune quand il vient dans une session de coaching ou dans une session de brainstorming, il vient avec une idée, peut-être une idée, petite idée, timide, mais nous on essaye de l'aider, on essaye de le pousser pour qu'il puisse développer cette idée. Donc comment déceler les idées, c'est pas nous qui décelons les pépites, vraiment les idées pertinentes, des idées non pertinentes ou autres, c'est pas nous qui décelons de ça, mais c'est le jeune qui va se rendre compte par la suite que cette idée est une idée pertinente ou pas. Mais le plus important pour nous, on écoute les jeunes qui vont pitcher devant toute l'équipe pluridisciplinaire et on voit leur comportement tout d'abord et aussi leur façon. Est-ce que réellement ils sont convaincus, ils ont compris et ils se sont appropriés cette idée-là et que cette idée puisse être dupliquée et appliquée réellement sur le terrain. Aider les jeunes entrepreneurs à financer leurs projets figure parmi les objectifs des coworking.
Ces incubateurs font en sorte d'orienter les jeunes entrepreneurs vers de potentiels financeurs ou de les mettre en contact avec des entreprises qui croient en leur projet. Un accélérateur de talent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a un groupe d'investisseurs privés ou publics au sein de l'accélérateur, qui par la suite, à la phase finale du projet, donc il y a une commission spéciale qui définit est-ce que le projet est bon ou pas bon, est-ce que le projet peut rentrer dans la thématique de leur vision. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont des fonds, mais qui ne savent pas quoi faire avec cet argent. Donc nous essayons de mettre en relation avec les porteurs de projets. Donc, on espère qu'ils nous font en fait une feuille de route bien précise pour que les jeunes puissent surtout avoir de la confiance envers la société, pour qu'il y ait une cohésion entre la vision, ce qui se fait réellement sur le terrain, et les lois qui vont avec. Encourager les jeunes porteurs de projets figure aussi parmi les priorités du gouvernement qui vient de lancer officiellement le Fonds national pour le financement des startups, dont le mode de fonctionnement se distinguera par une flexibilité et une tolérance au risque. Nous avons constaté une réelle volonté à soutenir, à accompagner, à créer des champions dans le monde de la start-up. Nous avons la définition claire par le gouvernement. Il faut savoir que cette définition suit des standards internationaux. Donc c'est un peu partout qu'on définit la start-up de cette manière. Le critère de l'innovation qui est important, donc la dimension innovante dans le produit ou bien dans le business model, mais aussi la croissance et ce qu'on appelle dans le monde de la start-up la scalability et la capacité de monter en échelle rapidement, mais aussi l'incertitude et le capital risque. C'est pour cela que le fonds d'investissement étatique qui a été créé est vraiment adapté à ce type d'entreprise. L'Algérie compte 15 coworking space. Ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler les talents cachés des jeunes start-upers, mais aussi booster l'économie nationale. Vous suivez la semaine éco et nous sommes ensemble jusqu'à environ 22 h pour parler de la thématique de la start-up et des mesures qui devraient être entreprises par les pouvoirs publics pour aider à émerger un tissu de start-up. Mais avant de commencer à parler de ces mesures, je voudrais qu'on fasse une petite minute définition et je pense nécessaire. Beaucoup de gens font l'amalgame entre une start-up, une toute petite entreprise, une micro-entreprise. Qui va s'y coller? Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Allez-y, Walid Ranmi. Avant de me lancer dans la définition d'une start-up, il faut comprendre pourquoi il faut la définir. Généralement, on parle de définition de start-up quand il y a des mesures et des avantages que prévoit donc la législation généralement pour aider ce genre d'entreprise. Une start-up, c'est quoi? Elle a été définie dans le droit algérien il n'y a pas si longtemps, mais une start-up, c'est une entreprise qui a fort potentiel de croissance et qui touche à l'innovation généralement. Elle doit porter une idée qui n'existe pas du tout, hein. C'est bien ça. Est-ce qu'une start-up peut être considérée comme étant start-up si elle apporte une solution qui existe déjà ailleurs? Monsieur Belkadi. Alors, je pense que quand on parle de start-up, on parle énormément d'innovation. Et l'innovation en soi, elle peut intervenir à différents niveaux. Certes, à travers l'idée, il y a d'autres aussi. Enfin, je pense que Madame Halish va nous donner un aperçu par rapport à cela. Mais en termes d'innovation, là aujourd'hui, dire qu'il peut y avoir aussi des startups qui sont concurrentes, on le voit dans un secteur aujourd'hui en Algérie, dans le VTC, il y a des entreprises qu'on peut qualifier comme étant des startups. Certains se démarquent par rapport à d'autres sur certains aspects, mais dans la globalité, le volet innovation doit être là. Après que ce soit les seuls au monde à le faire, là, je pense qu'on est un peu loin de ça. Voilà. Jamila Halish. Alors moi je dirais qu'on s'est retrouvé effectivement face au mur pour définir exactement ce qu'est une start-up, parce que beaucoup de questions se posaient par rapport à cet aspect ou à cette nouvelle boîte dont on en parle. Oui, c'est assez nouveau en Algérie. C'est nouveau en Algérie, effectivement. Même partout ailleurs dans le monde. Au départ, tout le monde se posait la question qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui apporte du nouveau, qui apporte de l'intelligence, qui apporte des ressources avec
avec du savoir-faire, avec du savoir et de la connaissance. Donc, ça s'appelait start-up. Donc, starter, commencer quelque chose de nouveau. La problématique s'oppose d'autant plus que la confusion est souvent accrue par rapport à la micro-entreprise, à la TPE, à la petite. Qu'est-ce qui fait la différence, justement? Essentiellement, c'est l'aspect innovation qui est apporté, qui est primordial dans la start-up. Ensuite, il y a l'aspect scalabilité, il y a l'aspect... Scalabilité, c'est-à-dire ça veut dire produire plus avec très vite, plus avec plus de moyens. Donc, il faut toujours un potentiel de développement accru. Et une start-up aussi, devrait avoir la capacité ou le potentiel d'enregistrer de la croissance très rapidement, de manière exponentielle. À condition que les prévisions soient justes. D'autant plus si on voulait, depuis le départ, on a été confronté, dans mon métier précédent, dans mes casquettes que je portais précédemment, on devait financer des start-up, on devait financer des entreprises innovantes. On disait comme ça au départ, c'était des entreprises ou des petites entreprises innovantes, mais pour financer, pour accompagner, il fallait un texte qui réglemente tout cela, réglementer quelque chose qui n'existait pas auparavant dans un quelconque texte, se révélait être une difficulté, une contrainte. Donc, je suis ravie que maintenant les définitions sont faites. Et puis, c'est avoir un cadre. Justement, on va parler du cadre juridique un peu plus tard. Une autre question, est-ce qu'il y a un âge à créer sa start-up? Je pense que là, je vais m'y coller celle-là. Allez-y. Je vais m'y coller celle-là. Alors j'ai un ami qui est actuellement aux États-Unis, en fait c'est un ancien d'Ingels, et là on était une fois en train de discuter, il nous a dit qu'il y avait d'excellents modèles de réussite, mais en même temps ce n'étaient pas des jeunes. Et c'était des gens qui avaient la soixantaine et tout. Donc là, oui, là, effectivement, peut-être que d'un point de vue tendance, effectivement, lorsqu'on parle de start-up, on parle de jeunes. Là, aujourd'hui, toutes les lumières sont axées vers les jeunes, effectivement, parce que c'est eux qui ont cette capacité aussi, vu de tomber, de se relever. De se relever. Parce que, voilà, on les prépare, on est en train de les accompagner à travers différents programmes qu'on voit aujourd'hui. Et depuis quelques années, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat pour les jeunes, envers les jeunes. Donc là, effectivement, nos jeunes, nos jeunes Algériens, aujourd'hui, ils sont préparés à ce thème-là. Ils sont dans un pipe. Et là, ils sont plus ouverts à tout ce qui est start-up. Mais si vous partez un peu à travers le monde, il y a des anciens de multinationales qui ont soit accompagné, soit lancé leur propre start-up. Donc, il n'y a pas de limitation d'âge. Mais chez nous, vu la conjoncture, donc on est plus... Et on ne sait pas qui sont ceux qui ont le mieux réussi selon l'âge, dans l'histoire de... Pas spécialement. Pas spécialement. Il n'y a pas de chiffre. Je pense qu'il y a autant de chances que ce soit des jeunes que des moins jeunes. Vous avez l'exemple de Habba, par exemple. C'est un serial créateur d'entreprises et des startups. Il n'est pas et de brevets. De brevets. Enfin, qui dit brevet... Brevet d'innovation. Voilà, c'est de l'exploitation. Mais je pose la question de l'âge et de la maturité aussi, parce qu'effectivement, on a besoin que l'idée puisse se projeter dans une courbe de croissance qui va être ascendante, donc un business model qui doit être très maturé. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas les Algériens, est-ce qu'ils sont outillés aussi pour... au-delà de l'idée innovante, est-ce qu'ils sont outillés pour pouvoir proposer un projet qui soit suffisamment costaud pour considérer comme étant une start-up? Je voudrais bien m'y coller là-dessus pour cette question. Allez-y. Voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire dans notre département ministériel, c'est de préparer une boîte à outils qui pourrait accompagner l'idée justement de start-up ou l'idée de création, de développement ou d'exploitation d'une innovation donnée. Donc les outils doivent être réglementés, régentés par un texte. Moi, je dirais, c'est pas plus réglementé que d'en faire la promotion, parce qu'avant, c'était très compliqué d'aller de créer la start-up où les textes ne le permettaient pas. Il y avait un vide de texte, un vide juridique, un vide réglementaire total. Donc ça rendait la tâche très compliquée aux start-upers, aux jeunes innovateurs ou moins jeunes. Donc maintenant qu'il y a ces textes, c'est plutôt une boîte à outils qui facilite plutôt la créativité, l'innovation, la création de la start-up. Le retour sur expérience de Legal Doctrine, qui est quand même
voilà, vous avez démarré de rien hein, et vous avez un retour sur expérience. Est-ce que la maturité a été, enfin plutôt en tout cas, ou la connaissance hein, de lancer une start-up a été quelque chose d'important, d'essentiel? Effectivement, nous, en lançant Legal Doctrine donc, en 2018, la connaissance du métier était assez importante puisqu'on travaille dans un secteur qui est le droit, qui est quand même un secteur assez spécifique, qui n'est pas commun du moins. Mais après, créer une start-up, moi je vous le dis clairement, c'est aussi avoir l'idée au bon moment et venir avec une solution. Donc généralement, les startups quand on peut dans un marché vierge de préférence. Voilà, c'est encore mieux. En Algérie, c'est encore le cas. On a des success stories dans plusieurs secteurs d'activité. Hein. On peut parler de VTC comme on vient de citer, mais après il y a des startups qui font dans la HR tech, dans l'environnement et dans le tourisme, bien évidemment. Donc non, il faut une connaissance bien évidemment, et il faut quand même connaître un peu le secteur, c'est normal. Oui. Alors, avant de revenir vers l'Algérie, Injaz El Jazair, on le disait, fait partie de Injaz El Arab. Et dans les pays arabes qui font partie de cet organisme, comment se crée une start-up? Est-ce qu'elle se crée facilement? Est-ce qu'elle se crée sur système déclaratif? Est-ce qu'il y a des pays qui ont, qui ont excellé dans la facilité à créer une start-up? Alors effectivement, donc de façon globale, si on parle de création d'entreprise, il y a des pays qui sont, c'est-à-dire la procédure de création d'entreprise qui est beaucoup plus facile. Donc en Algérie, là, il y a de très belles choses qui ont été faites, notamment samedi dernier, où on parle de déclaration, c'est-à-dire le fait qu'un groupe ait une idée, à partir du moment qu'il y ait déclaration, déjà de 1, ils sont dans un cadre légal, donc à partir de là ils peuvent se développer. Maintenant si vous partez voir rien que nos voisins tunisiens, ils ont commencé à travailler sur le Startup Act en 2016, d'accord. Donc en 2018, fin 2018-2019, il y a eu les premiers textes qui sont là, et rien que cette année et l'année dernière, il y a eu beaucoup de startups, dont certains que je connais, qui ont eu le label Startup. Donc effectivement, il y a des pays qui sont en train de le développer. Alhamdoulilah, nous on rejoint un peu tout ce qui se fait, et je pense qu'on va profiter de tout ce savoir, de tout ce capital-là qui a été fait un peu partout dans le bassin méditerranéen, pour être les meilleurs élèves aussi par rapport à cela. Le système déclaratif, alors c'est tout à fait nouveau, hein. Ça a été annoncé par un chef de l'État samedi dernier lors de la conférence du Disrupt Algéria. Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, ça signifie tout simplement qu'un jeune ou qu'un porteur de projet, dès qu'il dispose du label projet innovant, il peut d'ores et déjà bénéficier de tout le dispositif d'accompagnement, bénéficier du fonds, bénéficier de l'accompagnement signifié dans les textes. Donc, avant de créer son registre de commerce. Avant de créer son registre de commerce, avant d'aller même vers la start-up, avant d'aller vers le développement de sa start-up, dès qu'il dispose de son idée, dès qu'il a formulé son idée sous forme de projet innovant et qu'il bénéficie du label projet innovant, il peut d'ores et déjà bénéficier de tout l'arsenal juridique, réglementaire et des avantages fiscaux et parafiscaux. C'est quelque chose qui est très très intéressant. Absolument. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un jeune, un porteur de projet, si on a un jeune qui est accompagné ou un porteur de projet qui est accompagné, qui aujourd'hui va être orienté, va être coaché, va avoir tous les moyens et tous les outils nécessaires pour réussir son entreprise. Quand on parle d'outils, il y a tout le cadre légal et là qui est en train de se créer, mais il y a aussi le volet formation, il y a le volet, tout ce qui est mentorat, tout ce qui est conseil et tout cela va aider le jeune à créer, non pas que créer, mais à augmenter les chances de la start-up de réussir. J'ai un chiffre en tête, c'est que vous avez 40% des startups, c'est-à-dire le taux d'échec par rapport aux startups, ou le taux de réussite par rapport à des startups qui ont été accompagnées, il est de 40%. Lorsque vous partez à des startupeurs qui n'ont pas été accompagnés, ça descend à 20%. Oui, c'est logique. Donc le volet accompagnement est au cœur du développement des startups. Mais au-delà de cela, qui vient un peu plus tard dans l'histoire, le moment de la création, c'est quelque chose qui rebute aussi beaucoup de gens, beaucoup de porteurs, que ce soit des startups ou autre chose. Hein. Ce système déclaratif, comment le voyez-vous, Leader Enemy, vous qui avez finalement vous avez créé votre start-up à une époque où ça fonctionnait différemment. Effectivement, même si on reste encore
très très jeune. Nous, quand on a lancé Legal Doctrine, on fait partie de l'ancienne équipe. Cette équipe-là qui avait quand même essayé, sans même hésiter, sans avoir un cadre légal, sans avoir un cadre d'accompagnement, comme on vient de le citer, et aucun avantage. Vous savez que Legal Doctrine, quand elle a été lancée à l'exemple de plusieurs autres entreprises, on était soumis au même système, enfin au même cadre régime juridique. fiscal. Oui, effectivement, régime fiscal, parafiscal, et cette même pression, effectivement. Oui, oui. Alors, ils n'ont pas besoin de créer un registre commerce, mais pour prétendre à être labellisé start-up, ils doivent donc présenter un business plan. Hein, c'est bien ça. Un business plan, présenter un dossier ou un dossier qui sera examiné, enfin quand je dis un dossier, au moins formaliser le projet, qui puisse être examiné par un conseil, le Conseil national de labellisation qui va être installé très prochainement. Donc effectivement, il faut bien qu'il y ait une base, il faut bien qu'il y ait un départ de travail. Donc l'idée doit être formalisée sous forme de projet. Ce projet doit être attesté que c'est innovant. Et une fois qu'il est attesté innovant, il est labellisé, il peut d'ores et déjà bénéficier de tous les avantages dont on avait parlé. Est-ce que les incubateurs, est-ce que les gens qui sont, comme on l'a vu dans le reportage, des espaces de coworking ou des incubateurs, aident ces porteurs d'idées à ficeler leur projet avant de le remettre à un ministère qui, lui, va remonter l'information au niveau de ce jury Tout à fait, c'est la mission même primaire d'un incubateur, c'est d'accompagner un jeune qui est domicilié chez eux depuis la formalisation de son idée. Bien entendu, il y aura certainement des aspects, on pourrait en parler tout à l'heure, de propriété intellectuelle dans l'incubateur, de confidentialité, etc. Donc le projet est accompagné depuis son départ, depuis l'idée même, depuis la naissance de l'idée, jusqu'on va dire maintenant jusqu'au label projet innovant, et ensuite jusqu'à la création de start-up, registre de commerce, et puis chaque étape a son lot de nécessités en forme et d'exigences en termes de conseils, en termes de formation, de coaching et d'accompagnement. Il y a des outils différents à chaque niveau dans la vie de la start-up, on va dire. Est-ce que les incubateurs sont au nombre suffisant pour pouvoir encadrer les personnes qui ont des idées? Moi, je dirais que ça n'est jamais suffisant. Plus il y en a... Ils en sont à combien actuellement? Bon, alors le tout... Entre public et privé... Enfin, il y a plusieurs structures déjà. Il y a le ministère de l'Industrie qui avait ses structures au niveau de l'ANDPMEPI. Les pépinières d'entreprises, enfin, qui ont commencé, je pense, à un certain moment. Si vous permettez, on peut attribuer le terme incubateur à différentes structures, là où il y a de l'accompagnement, de la formation, du mentoring. Pas uniquement pour les startups, oui. Mais ça peut être aussi pour des micro-entreprises. Ça peut être pour une entreprise innovante, pour des entreprises. Donc c'est tous des espaces qui pourraient être, à mon sens, mais si on part structurés de façon à accompagner un jeune. Mais si on part dans le fond, si on parle en termes d'incubation, enfin, suivant les normes aussi qui sont à travers le monde, c'est que l'incubateur doit avoir des programmes d'accompagnement qui sont des programmes dédiés. Aujourd'hui même, dans l'incubation et dans les incubateurs qui y a à travers le monde, vous avez des incubateurs qui sont spécialisés. Tel incubateur, il est spécialisé dans tout ce qui est high-tech, tel incubateur, il est spécialisé dans tout ce qui est fintech. Ça rend plus efficace. Ça pourrait être une bonne, comme ça pourrait être une mauvaise façon de faire aussi, de spécialiser des incubateurs, parce que le plus important dans un incubateur, c'est le mix des projets, le mix des domaines, des spécialisations, des compétences. C'est suivant la conjoncture. Walid Rami, votre vision, votre point de vue par rapport à ces incubateurs, est-ce qu'ils sont sincèrement, en fait, l'exemple cité, c'est dans un écosystème qui est assez mature, c'est normal. Plus on aura d'incubateurs en Algérie, plus on aura bien évidemment des spécialisations. Mais aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'en avoir plus. Et sur tout le territoire national, que ce soit donc public ou privé. Oui. Voilà. Alors, il est question de financer. Hein. On parle d'un fonds, on a parlé d'éligibilité. Donc, il y a un jury, un conseil national qui va donc déterminer qui est start-up, qui ne l'est pas.
on est dans une période quand même très difficile, hein. L'économie se porte très mal, une récession qui annonce aussi du chômage. Et on est tenté de croire qu'il va y avoir voilà, une création un petit peu d'entreprises de tout azimut via ce fonds. Est-ce qu'il y a des conditions sine qua non en disant que les gens qui vont être dans ce fonds ne vont pas être voilà, encore une fois, des micro-entreprises classiques, mais plutôt réellement des startups qui vont être dans le domaine de l'innovation? Vous savez, Là, par contre, la question, elle était pour vous. Ah, ok. Non, je dirais juste un commentaire, si vous voulez, vous pouvez reprendre la question tout de suite après. Je dirais que le plus important, ça ne serait pas de dire on va créer plus de start-up que de micro-entreprises ou plus de micro-entreprises que de petites ou moyennes entreprises. Le plus important, c'est de savoir créer de la valeur, c'est de savoir créer de la richesse. Ah, mais c'est de l'argent à la base. Il faudrait que cet argent soit mis dans l'objectif qui est décidé par les pouvoirs publics. Mais là, le fonds qui est dédié à la start-up ici, ce n'est pas un fonds social, c'est pas un fonds perdu, donc c'est un fonds participatif qui prend des parts, donc ça engage des responsabilités et des startups et de l'écosystème, enfin disons du fonds. Donc ce ne sont pas des prêts, ça n'est pas des prêts, ça n'est pas des crédits, ça n'est pas un dispositif semblable aux autres dispositifs existants. ANSEJ, on peut dire, dispositif ANSEJ, CNAC, Angem, comme vous le dites, ou même le Fonds national de la recherche, qui pouvait aussi accompagner des startups. Là, le fonds donne de l'argent pour un premier départ, c'est bien ça? Pour l'amorçage, pour les différentes étapes de la création, de la vie de la start-up, depuis son amorçage, sa maturation, et puis pour permettre aussi sa croissance un peu plus tard. Mais c'est un fonds participatif, c'est un fonds qui constitue en soi une autre source de financement. Pardonnez-moi, pour être clair, cela signifie que par la suite, le fonds prend participation au sein de la start-up, c'est bien ça? Absolument. C'est un petit peu comme les fonds nationaux d'investissement. C'est un fonds d'investissement. C'est ça. C'est un fonds d'investissement. Et il en existe, d'ailleurs, ça n'a pas tellement fonctionné en Algérie. Écoutez, madame, les startups ont un besoin de financement bien spécifique. Ce besoin est souvent au moment du lancement de l'activité, donc au lancement de la start-up. Et donc c'est l'étape qu'on appelle le pré-amorçage. Et il faut des outils. Et pour s'étudier, l'Algérie s'offre déjà un cadre légal lié au crowdfunding, donc qui permettra bien évidemment de faire participer plusieurs pourvoyeurs de fonds. Exactement. Oui. Et depuis donc samedi dernier, la création d'un fonds national qui permettra en fait cette fois-ci pas de donner des prêts, mais bien évidemment de rentrer en capital et donc prendre aussi le risque avec eux. Voilà. Je suis désolée de faire le corbeau encore une fois, mais dans l'histoire de l'entrepreneuriat en Algérie, les fonds nationaux d'investissement, on le sait, n'ont pas fonctionné parce que les opérateurs considéraient qu'ils ne voulaient pas avoir une institution financière qui prendrait des actions dans leur société. Est-ce que vous pensez, Monsieur Belkebir, que le paradigme peut changer dans la tête des personnes qui vont créer des startups? Est-ce qu'elles vont être d'accord en termes de transparence? Vous savez, Ingel, c'est 10 ans. En 10 ans, 40 000 étudiants formés, 40 000 jeunes formés, plus de 300 projets qui ont été, enfin, je ne dirais pas créés, mais je dirais accompagnés. Oui. Et c'est ce qui est beau dans tout cela, c'est que chaque année, il y avait une question qui était récurrente. Et je pense que cette année, cette question commence à trouver une issue. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien, on nous accompagne, on nous donne de la formation, il y a des jeunes qui sont super bien formés, qui ont tous les outils, toutes les clés nécessaires. Là, même cette année, vu la conjoncture, on avait un programme qui était sur 8 mois. Cette année, vu la conjoncture, on est parti sur un programme qui est assez court, bien entrepreneurial, où on essaie de faire de l'initiation à l'entrepreneuriat, de prendre un jeune, de lui montrer les outils clés pour au moins structurer son idée en termes de business model, en termes d'avantages compétitifs, en termes de business plan. Et là, le jeune, peut-être en une petite durée, il va avoir quelques éléments d'information qui vont lui permettre demain de pouvoir prétendre à un fonds, de pouvoir prétendre à cela. Oui. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui le jeune, il a besoin, au-delà de l'accompagnement, il a besoin du financement. Le financement aujourd'hui, il a été facilité par l'État. D'accord, il y a eu la création du conseil, tout en espérant qu'il y ait aussi les acteurs privés, les business angels qui
des gens qui puissent aujourd'hui, non pas que, c'est-à-dire que les jeunes ne comptent pas uniquement sur l'apport de l'État, aujourd'hui comptent aussi sur ces acteurs-là. D'opérateurs par un. C'est des opérateurs privés, ces opérateurs privés-là qui sont en train de voir, d'observer. Il y en a qui ont fait le pas en avant, c'est-à-dire qui sont en train d'accompagner peut-être en silence, ils ne se montrent pas. Oh, ils sont vachement silencieux pour l'instant. Très silencieux, très silencieux. Silencieux ou frileux, les deux, je dirais les deux, frileux, très frileux, silencieux. Pourquoi? Ou absents même. Disons que ça ne rentre pas déjà dans la culture des hommes d'affaires en Algérie, le climat des affaires étant ce qu'il est. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le meilleur climat d'affaires en Algérie. Nous ne savons pas ce que c'est qu'aller accompagner une jeune start-up. Nous ne savons pas ce que c'est accompagner un brevet, à l'exploitation d'un brevet. Nous ne savons pas, ou très peu, ce qu'est la recherche et développement, parce que c'est à partir de là que pisent les hommes d'affaires. Mais il y a aussi d'excellents création modèles. de start-up. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excellents projets, mais il faut dire que c'est bien beau de dire nous formons, nous accompagnons, nous avons des jeunes, nous avons des idées, nous avons des projets, mais il faut qu'il y ait un dispositif qui accueille, un réceptacle qui accueille tout ce monde-là. C'est ça l'écosystème. Par différents modes de financement. Ce fonds de financement n'est pas le seul, ne sera peut-être pas le seul, ne devrait pas être le seul. Il devrait y avoir d'autres voies de financement. Il pourrait y avoir des business angels, il pourrait y avoir un tout mais autre... c'est réellement ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui il y a une initiative... C'est de diversifier le financement, le mode de financement des startups. Parce qu'à un moment donné, la porte était fermée. On ne savait pas comment faire. Injazz produisait énormément de projets innovants, énormément de jeunes bien formés, bien coachés, bien prêts. Est-ce que ce n'est pas le manque de visibilité? C'est même pas ça, non, c'est la culture entrepreneuriale en Algérie. La culture entrepreneuriale c'est ça qui n'est pas assez mature. Et chez les hommes d'affaires déjà bien ancrés dans les affaires, parce que pour eux, ou souvent, il y en a qui préfèrent des solutions toutes prêtes que de faire confiance à un jeune avec une solution qui vient d'inventer. Mais si on dit à un homme d'affaires, on a une solution qui va te faire gagner de l'argent, ils ne sont pas quand même si Croyez-moi qu'ils sont partants. Croyez-moi qu'ils sont partants. J'en connais quelques-uns et qui sont. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont silencieux et qui sont discrets. Aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à mettre. Là, actuellement, je pense que ce texte de loi-là, il est amené à évoluer, il est amené à inclure d'autres opérateurs aussi, peut-être à inclure des modalités pour inciter ces acteurs privés-là à mettre peut-être la main à la poche pour accompagner les jeunes. Mais de façon globale, aujourd'hui, en parlant d'entrepreneuriat en Algérie, en 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. En 10 ans, il y a tout un écosystème qui est en train de se former, un écosystème aujourd'hui qui regroupe privé, public, société civile, et je pense que tout ce travail-là, c'est-à-dire si on est arrivé à ce stade-là, ce n'est pas par hasard. Si on est arrivé à ce stade-là, c'est les efforts de beaucoup d'organisations. Injazz, il y a aussi d'autres organismes qui travaillent sur le terrain, et tous ces acteurs-là, aujourd'hui, voient un début. Je dirais que c'est un début parce que ce début-là est prometteur, oui, mais il y a aussi encore un travail à faire. Et, il faut rappeler également qu'en général, les startups sont dans leur vie, elles sont destinées à être absorbées. Vous avez parlé tout à l'heure des VTC, c'est bien beau, mais le premier VTC a été absorbé 2 fois. Pour ne pas citer les marques, bien sûr. C'est un cycle normal, madame. Oui, est-ce que vous pensez que dans l'écosystème, dans l'environnement économique, c'est quelque chose qui peut arriver? Oui, bien évidemment, comme ça se fait partout dans le monde. Vous savez, quand on prend les plus grandes startups au monde, ils ont tout été absorbés par des fonds d'investissement, par bien évidemment des besoins. Vous savez, une startup a beaucoup de besoins et les besoins en termes de coûts sont énormes. Plus la startup grandit, plus nos coûts grandissent avec. Et donc après, il y a des étapes et c'est normal d'aller chercher des fonds et c'est normal. Et c'est de là où est venu le mot pitcher pour lever des fonds et voilà. Oui, pour essayer de se vendre au plus offrant en fait. Vous prenez rien que dans un pays qui est pas loin de nous, un de nos voisins, de l'autre côté de la Méditerranée, rien qu'en 2019, il y a eu 4,5 milliards d'euros de levée de fonds, juste pour les startups. C'est-à-dire pour vous donner un aperçu sur la grandeur, la dimension de la chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui que ce fonds-là, c'est un début, ça incite, et je pense qu'il est amené aussi à faire beaucoup de choses. Alors on a parlé du nécessaire aspect financier.
financement, il y a donc un fonds qui est participatif. Il y a aussi un écosystème qui est ce qu'il est. Vous avez eu à en parler. Est-ce qu'on a le droit de dire que pour aider les startups demain, il va falloir qu'ils aient accès à des marchés facilités de type gré à gré, il faut qu'ils aient un traitement particulier pour pouvoir les aider, ou bien on n'est pas dans l'esprit start-up? Walid Rami. Non, écoutez, bon, la réglementation sur l'investissement en Algérie, c'est vrai qu'elle ne permet pas bien évidemment aux startups d'octroyer des marchés plus facilement, et je pense que ça ne concerne pas que les startups, ça concerne une multitude de secteurs. Après, oui, effectivement, ça serait bien que ça rentre en plus dans le cadre de toute une stratégie de donner la chance aux startups, bien évidemment, d'accompagner plein de projets, que ce soit public ou autre. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a de très belles réussites, malgré les difficultés. Et c'est des réussites qui permettent de faire confiance aussi. C'est ça, c'est exactement ça. On a tendance quand même à avoir un petit complexe par rapport à ce qui vient de l'étranger. Non, oui. Le problème essentiel, c'est la confiance, au fait. C'est de pouvoir faire confiance aux jeunes. Vous n'êtes pas d'accord? Je pense sincèrement qu'il y a des acteurs locaux en Algérie qui n'ont rien à envier à ce qui se fait dans le monde. Bien évidemment, on ne peut pas se comparer aux plus grands écosystèmes. Cependant, croyez-moi, écoutez, on vient de cet écosystème. Legal Doctrine a été nommé 2 fois Start-up africaine de l'année. Je pense que oui, il y a eu de très belles réussites. J'ai vu la semaine dernière des jeunes qui ont gagné un concours en Corée. Est-ce qu'il faut plus de Legal Doctrine pour que les chefs d'entreprise, les bailleurs de fonds puissent montrer le bout de leur nez, M. Belekbir? Et qui puissent, et les donneurs d'ordre aussi, ça peut être aussi l'État. Plus de Legal Doctrine, je pense que oui. Aujourd'hui, à partir du moment plus de success story, quoi. Exactement. Aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie Walid parce qu'on avait déjà discuté sur cela. Et même Walid accompagne des jeunes. On l'a vu rien que récemment. Et c'est-à-dire que là, les success stories à demain, c'est qu'aujourd'hui, elles doivent être là. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, les startups qui ont réussi et tout, doivent dire voilà où est-ce que nous avons commencé, où est-ce qu'on en est, et tout cela c'est grâce au travail. Donc derrière tout cela, si on revient à la base, c'est que si le jeune travaille, il fait des efforts, il y a des facilitations qui sont là, il y a des occasions qui sont là, il y a des opportunités qui se créent, il y a de l'accompagnement, tout cela, toute cette recette-là va pouvoir en faire un chef d'entreprise qui réussit. Et même lui va être aussi une image et va inciter d'autres à suivre le même chemin. À condition que les idées innovantes, les idées, on va dire, qui n'existent pas encore chez nous, ne soient pas confrontées à un cadre juridique qui, lui, est très rigide, qui, lui, est toujours à l'époque de 1.0, pour ne pas dire 0.5. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer dans le cadre juridique qui peut donc permettre l'activité des startups? L'activité croissante des startups. Moi, je dirais que là, nous sommes sur un segment donné. Faciliter le financement, diversifier les sources de financement des startups, promouvoir les startups, inciter d'aller vers la création d'innovation. Nous sommes sur ce segment-là. Mais en dehors de ce segment-là, la chaîne de valeur comporte 2 autres pôles très importants en amont et en aval de ce segment de startups. C'est que les startups, ça utilise de la technologie, de nouvelles technologies et du savoir, de la connaissance. Ça voudrait dire qu'il faut que l'on ait de la connaissance à transformer. Il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait de la recherche et développement, il faut qu'il y ait du savoir à produire pour pouvoir le transformer. Et après ce segment-là de start-up, en bout de chaîne, il faut qu'il y ait des preneurs, des absorbeurs de ces technologies pour que l'on ait un terrain capable, un terrain industriel, un climat d'affaires capable d'absorber l'innovation. On va parler de l'amont recherche, l'amont formation dans un tout petit moment. Pour revenir au cadre juridique. Alors, vous savez que pour l'émergence de start-up, il faut déjà une économie. Car comme vous le savez, des start-up gravitent autour d'une économie au tout début. Ce n'est pas eux qui font l'économie, mais bien le contraire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un terrain qui est assez préparé. Il faut une bonne connexion Internet. Il faut aussi, bien évidemment, faciliter le e-commerce et le e-payment. Il faut lever les interdits. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal d'interdits. C'est exactement ça. Aujourd'hui, beaucoup de start-up algériennes n'arrivent pas à encore se progresser,
car il y a la barrière du e-payment ou e-commerce. C'est exactement la même chose dans plusieurs pays en Afrique. Même si ça évolue un petit peu, hein. Tout récemment, l'application Nbeto, qui est une application c'est quand même une bonne nouvelle, ça. Hein. On peut réserver. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, mais après, c'est-à-dire que l'accès à ces modalités, à ce service-là, la création d'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est demandé principalement, c'est d'alléger. Aujourd'hui, la procédure de création d'entreprise, même si ça se fait, mais elle reste peut-être que pour certains porteurs de projet, pour certains jeunes, elle reste lourde par rapport à d'autres. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers de la facilité. On le fait avec la numérisation. Il y a de plus en plus. Dernièrement, il y a eu la CNAS qui ont lancé une plateforme en ligne. Donc il y a de plus en plus de choses. Qui permet d'acheter avec QR code. Je ne sais pas encore si ça fonctionne vraiment. Hein. Je vais pas prendre la responsabilité. Je n'ai pas encore essayé. Voilà, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Donc, il y a des dispositions qui sont prises aussi dans ce sens-là pour alléger justement la création de l'entreprise, le registre de commerce. Vous savez qu'entre la Tunisie et le Maroc, le nombre de documents qui sont demandés lors de la création d'entreprise, ils sont de 2, 3 documents, alors que chez nous, c'est une liste de documents à demander. Oui, mais là, pour les startups, pour le coup... Maintenant, oui, pour le coup, parmi les dispositions prises par le gouvernement, c'est d'alléger, c'est de réduire le nombre de documents demandés, le nombre d'étapes demandées pour la création d'entreprise. Donc, ça va y aller d'allègement en allègement. Je voulais parler aussi tout à l'heure du Code des marchés publics. Moi, je pense que pour les startups ou pour les innovateurs, les créateurs d'entreprises innovantes devraient, à mon sens, ça n'engage que moi, bénéficier d'un code des marchés qui leur soit propre, un code des marchés flexible, qui permet la rapidité de réaction, de gestion, etc. Parce que là, pour n'importe quelle petite ou grande ou importante action, nous avons besoin de toute une procédure, de tout un arsenal de documentation à faire. Ça pourrait prendre 6 mois, ça pourrait prendre 1 année, des appels d'offres, etc. Donc c'est très contraignant pour une start-up qui se veut être innovante. Il y a également le produit digital. Vous avez parlé de la fracture numérique qui est très relative chez nous. Le produit digital en lui-même, je pense qu'il y a des produits qui ne sont pas reconnus dans la nomenclature de RENMI. Pour parler encore du cadre juridique. Effectivement, il y a encore des produits qui ne sont pas encore régis par un cadre juridique bien précis. On navigue, beaucoup de startups naviguent encore aveugles, à vue. Et c'est complexe. Après, c'est normal. Vous savez que c'est un écosystème qui existe, qui est naissant en même temps. Donc je pense qu'il faudra voir l'évolution au fur et à mesure. Oui, mais quand on parle de timing, on dit qu'une start-up, c'est la bonne idée au bon moment. Exactement. En gros, en ce moment, je veux dire, ne serait-ce que pour la digitalisation, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon timing pour lancer... Je peux vous donner un petit exemple par rapport à cela. C'est que, fin 2019, par rapport à Angels, on s'était lancé dans tout ce qui est e-learning. On avait une plateforme et tout. Et là, on a commencé à la mise en place de cette plateforme-là. Et par la suite, avec l'avènement de la pandémie, là, on a constaté que c'était réellement la bonne plateforme. Certes, elle n'est pas algérienne, oui, mais on aurait aimé. Là, dernièrement, samedi passé, j'avais rencontré un jeune qui avait fait un de nos programmes en 2017 du côté de Oran. Et là, actuellement, il a lancé une plateforme de e-learning. C'est bien, mais derrière, par rapport au domaine de la formation, les autorités ou bien les institutions devraient aussi créer un cadre légal par rapport au e-learning. Donc, il y a différentes choses qui doivent avancer ensemble. Juste pour vous donner un petit exemple. Même si le e-learning, c'est quelque chose qui est connu. Hein. On parle d'une start-up là également ? Oui, c'est une plateforme qui a été lancée et tout. Bon, je n'ai pas retenu le nom exactement. Il était censé m'appeler cette semaine pour en discuter. Mais voilà, c'est-à-dire il y a des initiatives qui sont faites et aujourd'hui, le législateur doit accompagner ces initiatives-là avec des changements, avec diverses modifications et cela ne va qu'aider l'écosystème à mieux se développer. Oui, vous avez parlé du code de marché tout à l'heure et le gré à gré, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner avec les startups, mais parallèlement à ça, il y a le couperet de la justice qui risque de s'abattre sur le donneur d'ordre. Sur les gestionnaires. C'est bien ça, hein? Après c'est des seuils. Vous savez, la réglementation des marchés publics, c'est des seuils. Donc, il y en a plusieurs. Et ça dépend, bien évidemment. Après, faire du gré à gré directement, moi, je pense que ce n'est pas la meilleure des idées. Faire des consultations, mais faciliter, augmenter les seuils pour que ça soit plus accessible. Être regardant sur le marché national, parce qu'on pense que parfois, vous savez qu'il y a des startups qui existent,
qui peuvent accompagner plusieurs, digitaliser, numériser plusieurs services en Algérie, alors que nous, parfois, on a plus ce regard vers l'étranger, aller voir les grosses boîtes, les grosses multinationales. C'est aussi bon, c'est une vision, mais bien évidemment, faire confiance au produit local, c'est une excellente idée. Oui, oui. Et il faut que tout le monde se digitalise, quoi. C'est un peu ça. Hein, écoutez, je pense que c'est une fatalité. Je pense qu'avec avec la pandémie que nous vivons en ce moment, je pense qu'aujourd'hui c'est même plus un choix. Vous savez que nous, Legal Doctrine, on accompagne nos utilisateurs dans la veille et la recherche juridique. Donc durant les mois où tout le monde était confiné, ils continuaient à recevoir les données, les nouveautés législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Vous faites partie des entreprises qui ont tiré profit du Covid. On fait partie de ces startups-là qui travaillent durement durant la période. De le dire. Oui, alors, on parle maintenant de la croissance. Hein. Le chef de l'État l'a dit, il souhaiterait, ainsi que le gouvernement, il souhaiterait que le tissu de start-up soit un levier de croissance. Ça va être difficile hein, quand on sait qu'actuellement la croissance est négative. Est-ce que, pour commencer par parler de l'emploi, est-ce que les start-up emploient? Est-ce que c'est une source d'emploi? Rien que dans un pays voisin, pour ne pas citer de nom. Mais vous pouvez, c'est pas... Non, mais bon, de façon globale, oui. J'avais vu quelques chiffres, on a 25 000 postes d'emploi qui ont été créés grâce à des startups. Et ce chiffre-là, il avait augmenté de 20%. C'est-à-dire il est en nette évolution. Donc oui... grâce à un cadre juridique, évidemment. Oui, cela peut contribuer, mais aussi c'est qu'à travers la création de startups, à chaque fois qu'il y a un élément dans cet écosystème, à chaque fois qu'aujourd'hui, on parle d'une grande entreprise, on parle d'une entreprise nationale, d'un acteur privé, d'un acteur public, d'une start-up, tout cela ne va que renforcer l'écosystème et ça va l'enrichir. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre les startups comme étant un élément à part qui est là tout seul, mais non, c'est un élément d'un ensemble. Créateur et de réseau. Le développement de l'ensemble, les startups, elles sont là, comme a dit Walid, c'est-à-dire elles apportent des solutions à des entreprises, à une économie, à un écosystème. Donc plus on a un écosystème qui se développe, qui va fleurir, plus demain on aura plus de start-up, on aura plus de création d'emplois, et c'est de facto. Il faut favoriser. Quel est le potentiel de création d'emplois? Est-ce qu'on en parle dans votre ministère délégué? On n'a pas encore toutes les statistiques ou tous les chiffres, mais je dirais qu'une start-up ou un créateur de start-up ou un start-upper, carrément, c'est un emploi en soi. Habituellement, les étudiants attendaient à l'université, sortir de l'université, ils chômaient plusieurs années, peut-être qu'il aurait un poste, peut-être qu'il n'en aurait pas, et c'est souvent des postes qui doivent être dans des structures, des institutions de l'État. Donc là, la start-up permet de créer son propre emploi, son propre poste, et le poste de ses camarades. Il pourrait regrouper toute sa promotion autour de sa start-up. Donc vous voyez que ça crée systématiquement de l'emploi, ça crée systématiquement de la valeur. Maintenant, on reste l'autre aspect, bien entendu, on ne va pas se dire que la start-up va réussir ou c'est le succès total garanti avec des fonds, avec de la formation, etc. Il faut se dire qu'il y a de l'échec qui pourrait être au bout. Et en parlant d'échec, Walid Radmi, le taux d'échec des startups dans une moyenne mondiale, on va dire. Écoutez, juste pour revenir au dernier point, les startups recrutent beaucoup, et énormément, c'est vraiment exponentiel, et elles recrutent avec des postes directs et indirects, puisque ça fait travailler aussi beaucoup de freelanciers, et donc beaucoup de sous-traitants, en fait. Beaucoup de sous-traitants, effectivement, et on lui sous-traite. Donc c'est aussi la règle du jeu. Aujourd'hui, il y a des startups qui emploient plus de 100 collaborateurs en Algérie, alors qu'ils ont été créés il y a pas moins de 2 ans, donc c'est quand même pour moi de très belles réussites. Après, bien évidemment, vous pourrez... Pour répondre à la deuxième question, vous dites que voilà, le taux de réussite, c'est le taux d'échec. Sincèrement, moi je pense qu'il n'y a pas un pourcentage fixe. Il y a de très belles réussites, comme il y a beaucoup d'échecs. C'est normal, sur peut-être 100 startups, il y en a 10 qui réussissent, 5, 2, 1. Mais parfois, les réussites sont énormes. Quand on voit aujourd'hui la plus grande entreprise dans le monde, c'est Amazon. Et alors que... En amont, c'était une start-up. Oui. Si demain, les entreprises, les gens qui sont capables de lever beaucoup d'argent pour aider à grandir, à s'agrandir ou à faire s'investir une start-up, si demain ils ne montrent pas le bout de leur nez, est-ce que les start-up qui vont donc être aidées par un fonds participatif uniquement peuvent disparaître, peuvent être vouées à l'échec? Est-ce que la participation de la sphère économique, elle est nécessaire? Tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs,
qu'ils soient économiques, qu'ils soient institutionnels, du secteur privé ou public, doivent mettre la main dans la main pour que cette mission puisse réussir. Donc ce n'est pas la mission de l'État uniquement. Non, non, ce n'est pas la mission de l'État. On l'a vu par rapport à nous, il y avait rien qu'à Injaz, c'était des entreprises qui viennent du secteur privé, qui accompagnent et qui sont là derrière à encourager et tout. Et demain, je pense qu'avec l'évolution des textes, avec l'incitation des chefs d'entreprise, aujourd'hui des business angels, plus on incite les gens, plus... C'est-à-dire c'est une dynamique. C'est une dynamique qui aujourd'hui commence, elle ne doit pas cesser, elle doit au contraire s'enrichir, il doit y avoir une richesse d'idées, il doit y avoir des apports, on doit être dans cet échange continu parce qu'à la fin, nous sommes tous responsables de la réussite ou de l'échec de ce projet-là. Il ne reste que 3 minutes pour une question qui est pourtant très importante. Je vais vous la poser à vous, Jamila Halish. Est-ce que l'amont, c'est-à-dire le domaine de la recherche scientifique, le domaine de la formation, tel qu'il est actuellement, le cursus LMD, est-ce qu'il est en adéquation avec les aspirations du ministère délégué de la start-up ? Vous n'avez pas le choix, vous allez dire oui ou non. Je ne dirais pas oui ou non. Je dirais que le LMD, de par sa nature, c'est un système qui est on va dire perfectible, modulable, évolutif. Donc nous pouvons tout à fait l'adapter de façon à ce qu'il réponde aux besoins de formation, aux besoins des startups, aux besoins en valeur économique transformée à partir des résultats de la recherche ou des cursus universitaires. Il faut absolument que ce soit des formations utiles à une région, à un territoire ou à un domaine. Et créer donc la fameuse passerelle attendue. Un dernier mot par rapport à cela, Walid Renmi. Écoutez, la formation n'a jamais tué quelque chose, bien au contraire. Oui, effectivement, moi je pense que je fais partie des gens qui ont été formés par l'université. Qui ont été formés par l'université, qui a eu son expérience bien évidemment au sein du secteur privé. Et je pense que la formation universitaire est très très importante pour l'accompagnement de nos jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grandes nations dans le monde se basent que sur ça. Aujourd'hui, il y a des pays qui parlent aujourd'hui de leur système scolaire dans 20 ans, 30 ans, parce que ça rentre dans une stratégie nationale. Et c'est pour moi un point qui n'est pas discutable. Tout simplement. Donc aujourd'hui, nous devons tous mettre la main dans la main pour la réussite de ce projet-là, pour la réussite de tous les projets. L'université algérienne, il y a du potentiel. En termes d'accompagnement, il y a de l'accompagnement qui se fait. Et je pense qu'en ayant cet esprit inclusif, un esprit de collaboration, de travail collectif, on pourra arriver à de très très beaux résultats, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup d'avoir fait ce débat avec nous. Je rappelle, Idir Belkbir, directeur des opérations à Injaz El Jazair. Merci Walid Renmi, directeur général de Légal de CRIN. Et merci Jamila Halish, conseillère auprès du ministre délégué chargé des startups et de l'économie de la connaissance. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et merci aussi aux modérateurs et aux nombreux contributeurs sur notre page LinkedIn qui ont aidé à éclairer l'équipe de la Semaine Éco sur cette thématique et sur les thématiques qui vont suivre aussi. Très bonne soirée à tous. Revoyez cette émission sur la page Facebook de Canal Algérie et sur YouTube aussi. Bonne soirée.